Bonjour à tous, je m'appelle Juliette et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un nouveau sujet passionnant, ce sont les aérodynes. Imaginez-vous à bord d'un avion, prêt à décoller vers de nouvelles aventures. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Cela ne vous coûte rien et pour nous, cela nous fait monter dans les algorithmes, ce qui est notre seul paiement, car nous avons décidé de ne pas monétiser nos chaînes afin de vous préserver de la publicité. Dans cette capsule, je vais donc vous parler des aérodynes. L'aérodyne englobe les aéronefs plus lourds que l'air, ou plutôt plus denses que l'air, dont la sustentation est principalement assurée par une force aérodynamique, la portance d'une voilure fixe comme un avion ou tournante comme un hélicoptère. Les aérodynes se distinguent des aérostats, ballons ou dirigeables, nous l'avons vu dans la capsule précédente, qui sont sustentés par la poussée d'Archimède d'un gaz plus léger que l'air. Commençons par les pionniers des plus lourds que l'air. Le 26 avril 1783, les Français Launois et Bienvenu font voler devant l'Académie royale des sciences un petit modèle très simple mu par un mécanisme de ressort à arc qui anime deux hélices contrarotatives en forme de plumes d'oiseau. Mais à cette époque, l'essor des montgolfières occulte complètement cette invention qui tombe dans l'oubli. Vers 1796, le baron anglais Cayley, celui qui s'était déjà intéressé au ballon, fut l'un des précurseurs de l'aéroplane et de l'avion. Il comprit que l'on devait abandonner l'idée de faire voler une machine avec la seule force de l'homme et qu'il fallait abandonner l'idée d'une aile battante et donc diriger les recherches vers une aile fixe munie d'une hélice et d'un moteur pour l'actionner. Il conçut et dessina une aile et fit voler plusieurs maquettes. C'est lui qui définit pour la première fois les notions de portance, traînée, poids et poussée. Vous en entendrez souvent parler dans votre formation aéronautique. En 1849, il réalisa un planeur sur lequel il fit monter d'abord un enfant de 10 ans et ensuite, en 1852, sur un modèle plus évolué, son cocher, jugeant préférable, probablement dans l'intérêt de la science, de rester lui-même au sol pour une meilleure observation. Le 22 octobre 1797, ou plutôt le premier brumaire de l'an 16 du calendrier républicain, André-Jacques Esgarnerin s'élance en ballon du parc Monceau, à Paris, devant une foule admirative et effrayée. Arrivé à l'altitude de 700 mètres, il actionne un mécanisme qui déchire le ballon pendant qu'il coupe la corde qui maintient un parachute sous l'aérostat. Mais l'aéronaute se pose avec difficulté et se fait une entorse à la cheville lors de l'impact. Il reste néanmoins, pour l'histoire, le premier homme à avoir sauté en parachute. En décembre 1856, le Breton Jean-Marie Lebris reprend, probablement sans le savoir, l'expérience de Cayley avec son cocher. Il aurait réussi à faire s'élever un planeur de sa fabrication, l'Albatros, sur la plage de Sainte-Anne-la-Palud, en Bretagne. L'engin décolle, posé sur une charrette, face au vent et tiré par un cheval. Lebris a inventé le contrôle du vol en agissant sur l'incidence des ailes. Il obtient un brevet en mars 1857. Un nom que vous connaissez certainement est celui de Clément Ader. Ingénieur né en 1841 à Muret, près de Toulouse, il se passionne pour l'aéronautique et entend développer l'aéroplane, une surface glissante dans l'air et non plus l'imitation du battement des ailes des oiseaux. Il démontre que pour faire décoller un engin plus lourd que l'air, on a besoin d'une puissance ascensionnelle qui ne peut être que mécanique, c'est-à-dire un moteur. Son modèle, c'est la chauve-souris. C'est d'ailleurs la forme qu'il donne aux ailes de l'aéroplane qu'il construit à partir de 1882 et qu'il baptise Éole. L'appareil a une envergure de 14 mètres et un poids de 295 kg. Son revêtement consiste en un entoilage en soie. Il est muni d'un moteur à vapeur de 20 CV et il est doté d'une hélice à 4 pales en bambou. Le 9 octobre 1890, il effectue un premier bond de 50 mètres avec un homme à bord. Est-ce le premier vol ? On en a discuté longtemps car ce vol n'était pas officiel et n'a pas pu être homologué. Avait-il vraiment volé ou bien s'était-il seulement soulevé ? L'histoire retient qu'il réussit le premier vol motorisé. Clément Ader a effectué de nombreux essais pour l'armée. Mais en 1897, son dernier appareil, l'avion 3, équipé de 2 hélices entraînées chacune par un moteur de 20 CV, ne parvient pas à effectuer un décollage contrôlé. Il réussit seulement, déporté par un vent violent, à réaliser de petits sauts qu'il sera ensuite difficile de valider comme de véritables vols. L'avion 3 finit sa course dans un champ voisin. Le nom avion vient du mot avis, qui lui-même vient du latin et signifie oiseau.
remercié par l'armée, ruiné et découragé, Adair détruit son avion et renonce à ses essais pour se consacrer à la viticulture et à l'écriture. Dans son deuxième ouvrage, paru en 1909, il décrit le concept du porte-avions moderne, avec un pont d'envol plat, une superstructure en îlot, des ascenseurs de pont et une baie de hangardistes. Il est mort le 3 mars 1925 à Toulouse. Un autre nom très connu est celui d'Otto Lilienthal. Otto Lilienthal est un ingénieur allemand. Il est considéré comme le père de l'aviation. À partir de 1890, il se consacre à l'étude du vol plané, après une observation attentive du vol des oiseaux. Il construit des planeurs qu'il expérimente lui-même. Pour ses essais, il avait fait aménager près de chez lui une colline de 30 mètres de haut. Il faut voler et tomber jusqu'à ce que nous puissions voler sans tomber. Lilienthal se tue en 1896 en essayant un planeur biplan dont l'aile supérieure se brise en vol. Octave Chanute, né le 18 février 1832 à Paris et mort à Chicago en 1910, est un ingénieur américain d'origine française. Avec ses capacités d'analyse scientifique et son sens du partage de l'information, il rassemble tous les documents dont il a entendu parler et entreprend de les diffuser sous la forme d'articles publiés entre 1891 et 1893. Chanute concluait, en ces années 1890, que le problème essentiel à résoudre n'était ni la portance ni la propulsion, mais la stabilité et le contrôle de la machine. Il indiquait avec clairvoyance que la maîtrise du vol mécanique passerait d'abord par la maîtrise du vol plané. Aux États-Unis, Orville Wright et Wilbur Wright étaient des fabricants de bicyclettes passionnés de mécanique. Ils se tenaient au courant des expériences menées en Europe et étaient aidés et conseillés par Octave Chanute. Le premier avion construit par les frères Wright se nomme le Flyer. C'était un biplan de type canard de 12,35 m d'envergure, pesant 264 kg et propulsé par un moteur de 16 chevaux qui actionne 2 hélices grâce à des chaînes de vélo. Ce premier vol homologué d'une durée de 59 secondes s'effectue à 3 mètres de hauteur sur une longueur de 260 mètres. L'appareil devait être propulsé à partir d'une rampe de lancement et se poser sur des patins. Le 17 décembre 1903, sur la plage de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, Orville Wright réalise le premier vol contrôlé non discuté, répété à 4 reprises dans la même journée et à tour de rôle par les deux frères. Sur quelques mètres, puis sur quelques dizaines de mètres, devant plusieurs témoins. La plage a été soigneusement choisie en raison de sa tranquillité et surtout du vent qui souffle régulièrement. Leurs travaux et leurs recherches sont contemporains de ceux d'Adair. Et il est bien difficile de savoir qui a devancé l'autre car tous ces essais étaient tenus très secrets. Le 20 septembre 1904, les frères Wright réalisent le premier vol en circuit fermé sur le Flyer 2. Après avoir réussi le premier virage de l'histoire à son bord, 5 jours plus tôt, Wilbur signe le premier vol de plus de 1 km en circuit fermé à Huffman Prairie dans l'Ohio, 1240 mètres en 1 minute 35 secondes. Ce vol en cercle a pu être réalisé grâce à un système de gauchissement des ailes permettant une torsion. En 1906, Santos Dumont, riche héritier franco-brésilien, connu pour avoir effectué le tour de la Tour Eiffel en dirigeable, lance la fabrication d'une douzaine de dirigeables. Mais il s'intéresse également aux aérodynes. Son premier avion se nomme le 14 bis parce que, pour ses premiers essais de sustentation, cette machine était suspendue sous un dirigeable immatriculé 14. Le 23 octobre 1906, dans la plaine de jeu de Bagatelle, à côté du parc de Bagatelle, Santos Dumont parvient à maintenir son 14 bis, un biplan à moteur Antoinette d'une puissance de 50 chevaux, au-dessus du sol sur une distance d'une 60aine de mètres, au-dessus de l'herbe. L'histoire retient cet événement comme le premier vol public et contrôlé officiellement d'un plus lourd que l'air à moteur. Conforté par cet exploit, le 12 novembre 1906, il franchit en vol une distance de 220 mètres en 21 secondes, à une hauteur atteignant 2 mètres et à la vitesse de 40 et 1,3 km/h. Cette prouesse figure sur les tablettes de la toute nouvelle Fédération aéronautique internationale comme le premier record du monde d'aviation. Il remporte ainsi le prix de l'Aéroclub de France qui s'élève à 1500 francs. Le 22 novembre 1906, Santos Dumont remporte le prix d'aviation créé conjointement par Dodge, Delameurt et Ernest Archdeacon. Un nom à retenir est celui de Robert Esnault Pelterie. En 1906, Robert Esnault Pelterie invente le manche à balai, qui regroupe toutes les commandes de vol servant à diriger l'avion. Le 13 novembre 1907 a lieu le premier vol d'un hélicoptère. L'inventeur et pilote est Paul Cornu
À la seconde mise en marche, l'appareil se soulève avec son sac de 55 kg, figurant le pilote. Paul Cornu essaie de le maintenir mais se trouve enlevé. Son frère Jacques, resté accroché au bâti de l'engin, est presque enlevé aussi. Paul Cornu saute alors à plat ventre sur l'une des poignées et parvient à diminuer l'avance à l'allumage. Le vol ne dure que quelques secondes et l'appareil s'élève à une hauteur de 1,50 m. Une vraie performance pour l'époque. Aujourd'hui, des hélicoptères, tels que le Tigre, nés d'une collaboration franco-allemande, sont capables d'effectuer des loopings. Fin 1907, l'aviation a pris son essor avec les vols des Wright, Farman et Blériot. Santos Dumont abandonne le dirigeable et entreprend la construction de la Demoiselle. Petit monoplace à aile haute ultra léger, 56 kg à vide. Achevée fin 1908, la Demoiselle Type 19 a été modifiée et améliorée au fil des versions successives. De petites dimensions, simple et léger, préfigurant nos ULM actuels, l'appareil est une des premières machines volantes construites en petite série, avec le Flyer des frères Wright. Ces appareils étaient d'une incroyable maniabilité, si bien qu'ils devinrent les vedettes d'exhibitions aériennes que le public réclamait. Parmi les pionniers de l'aéronautique se trouve Henri Farman. Champion de cyclisme puis coureur automobile, il parcourt le premier kilomètre en circuit fermé sur un avion de Gabriel Boisin. Le 13 janvier 1908, il remporte le prix Archdeacon Dodge de la Meurthe, en effectuant au-dessus du terrain d'Issy-les-Moulineaux le premier vol officiel en circuit fermé d'1 kilomètre d'une durée de 1 minute 28 secondes à bord d'un biplan voisin baptisé Henri Farman numéro 1. Le 21 mars 1908, il réalise un vol de plus de 2 km en 3 minutes et 31 secondes dans le ciel d'Issy-les-Moulineaux, pilotant un appareil voisin de 50 chevaux, le Endeguin Beast. Le 25 juillet 1909 est une date qui a marqué à jamais l'histoire de l'aviation. Louis Blériot, constructeur de phares de voitures, traverse la Manche à bord de son Blériot 11, conçu par Raymond Saulnier et propulsé par un moteur Anzani de 25 chevaux. Le matin du 25 juillet 1909, Blériot décolle de Calais et met 37 minutes à parcourir les 35 km jusqu'à Douvres en Angleterre, malgré une blessure au pied causée par un début d'incendie à bord de son avion quelques jours auparavant. Louis Blériot devient ainsi le premier à traverser la Manche par la voie aérienne sur un aérodyne. La légende raconte qu'à son arrivée, le policier qui l'accueillit lui demanda « Rien à déclarer ?» Le 7 octobre 1909, l'Aéroclub de France décide de décerner un brevet de pilote à 16 pionniers de l'aviation. Personne n'osant faire passer un examen à ces pionniers, on prit la liste des pilotes et on les classa par ordre alphabétique. Son nom commençant par un B, Louis Blériot se voit attribuer le brevet de pilote numéro 1. Son exploit fit de Blériot un homme riche et de nombreux Blériot 11 ont été commandés et volent encore aujourd'hui. En 1909, pour l'aviation à peine naissante, le Grand Palais à Paris voit l'ouverture du premier salon aéronautique, le Salon de la locomotion aérienne. Le président Armand Fallières l'inaugure le 25 septembre 1909. On y compte 380 exposants, avec aussi bien des dirigeables que des avions. Le succès est immense, même si l'utilité de ces engins volants reste encore à s'établir. De nos jours, c'est le Salon international de l'aéronautique et de l'espace qui lui a succédé et qui se déroule chaque mois de juin des années impaires sur l'aérodrome du Bourget. Le 28 mars 1910, Henri Fabre, inventeur et marié à une fille montgolfier, réalise le premier vol d'un hydravion. Près de Martigues, au bord de l'étang de Berre, Henri Fabre fait décoller son hydravion de type Canard, d'une envergure de 14 mètres, d'une longueur de 8 mètres et 50 cm et d'un poids de 380 kg. Il était équipé d'un moteur Gnome Omega de 50 chevaux qui entraînait une hélice de 2 mètres et 60 cm. L'exploit eut lieu devant un public nombreux. L'appareil parcourut 800 mètres au-dessus de l'étang et se posa sur l'eau. C'était le premier hydravion au monde à avoir décollé de manière autonome, réussi son vol et son amérissage. Le succès de ce premier vol fut mondial. Ce jour-là, Henri Fabre, alors âgé de 27 ans, devenait l'incontestable inventeur, constructeur et premier pilote de ce nouvel engin volant, l'hydravion. Le 22 octobre 1910, un décret place les services de l'aérostation et de l'aviation sous l'autorité de l'inspecteur permanent de l'aéronautique militaire. Le général Rox est nommé inspecteur permanent de l'aéronautique militaire. Les femmes ne sont pas en reste car elles étaient de présentes dès les tout débuts de l'aventure aérienne.
Ainsi, le 8 mars 1970, Élise Desroches se voit décerner par l'Aéroclub de France le brevet de pilote 36 et devient la première femme pilote brevetée au monde. En 1913, Igor Sikorsky, un ingénieur russe, fabrique le premier quadrimoteur appelé le Grand. Il deviendra plus tard un grand fabricant d'hélicoptères. La même année, Adolphe Pégoud réalise la première boucle. Le 19 août 1913, Pégoud est le premier pilote à sauter en parachute de l'avion qu'il conduit. Parti de l'aérodrome de Châteaufort dans les Yvelines, il abandonne au-dessus du domaine de la Geneste un vieux Blériot 11 sacrifié pour l'occasion. Pendant que l'audacieux Pégoud descend, son avion forme dans le ciel de curieuses arabesques avant de s'écraser au sol. Dès cet instant, Pégoud est convaincu qu'un avion peut effectuer des manœuvres jusqu'ici impensables qui permettraient, dans bien des cas, de sauver la vie de pilotes en situation jugée désespérée, et il va le prouver. Le 1er septembre 1913, Pégoud exécute à Juvisy-sur-Orge le premier vol tête en bas de l'histoire, sur 400 mètres. Il réitère cet exploit le lendemain à Buc devant des représentants de l'aviation civile et militaire. Quelques semaines plus tard, le 21 septembre 1913, il réalise une série de figures acrobatiques et termine son programme en bouclant la boucle, l'un des tout premiers loopings. Le 23 septembre 1913, c'est Roland Garros qui passe à la postérité pour avoir réussi la première traversée aérienne de la Méditerranée en 7 heures et 53 minutes à une vitesse moyenne de 101 km/h. Le monoplan Morane-Saulnier, type H, équipé d'un moteur Gnome de 80 chevaux et d'une hélice Chauvière, décolle à 5h47, alourdi de 200 litres d'essence et de 60 litres d'huile de ricin. Roland Garros part de Fréjus à la boussole, avec un moteur qui subit 2 pannes et perd une pièce au large de la Corse et au-dessus de la Sardaigne. Il ne lui reste que 5 litres d'essence quand il se pose à Bizerte à 13h40 après avoir parcouru quelques 780 km. Toujours en 1913, les records et inventions se succèdent. Maurice Prévost bat le record de vitesse en Desperdussins à 204 km/h et Raoul Badin invente un appareil qui porte son nom, le Badin, équivalent du compteur de vitesse sur une voiture. En aéronautique, on appelle cela un anémomètre. L'année suivante, en 1914, c'est Lawrence Sperry qui met au point le premier pilote automatique. Et voilà, un aperçu de l'histoire des aérodynes qui ne fait que commencer comme nous le verrons dans la suite de l'histoire. J'ai terminé ce chapitre un peu plus long que les précédents. N'hésitez pas à revenir dessus autant de fois que nécessaire. Je vous encourage à explorer les capsules suivantes pour enrichir vos connaissances aéronautiques. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne. Et pour être sûr de ne rien rater, activez la cloche de notification. Vous pouvez également poster un commentaire sous la vidéo, même un simple emoji. À très vite pour la prochaine capsule qui parlera de l'aéronautique durant la Première Guerre mondiale.